Le Son d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Ce mois-ci, nous partons à la découverte du monde fantasmé de la consultance IT avec Philippe Maté, le CEO de At All Networks, une boîte qui aide les entreprises et les écoles dans leur développement numérique. Mais concrètement, à quoi ressemble une mission sur le terrain ? Comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ? Ne bougez pas, on découvre ça dans quelques instants dans Le Son d'entreprendre. J'accueille donc Philippe Maté aujourd'hui. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, merci. Tu es le CEO de At All Networks, une société de consultance IT. Peux-tu me présenter ta boîte en quelques mots ? Donc, ma boîte est issue finalement d'une carrière, en tout cas en tant que consultant IT, où je suis toujours resté un peu sur ma faim. Donc, dire tiens, ça fonctionne pas exactement comme j'aimerais, je transmets pas le message, en tout cas selon mes valeurs. Et donc, j'ai décidé de créer ma boîte. Donc, j'ai arrêté ma carrière en tant que consultant, en tant qu'employé, pour créer donc At All Networks, qui devait répondre finalement à ma vision. Donc, en quelques mots, l'objectif est d'accompagner dans la digitalisation. Et donc, de manière très résumée, mais dedans, on va inclure forcément les spécialités liées à l'IT, donc aussi bien infrastructure que développement, que l'IA, qui est le gros sujet du moment, mais également autour de la formation et l'accompagnement, qui est très important, parce que pour pouvoir réussir ces projets, on est convaincu que l'enseignement est nécessaire autour. Oui, parce que si je ne me trompe pas, l'offre de ton entreprise, elle se divise un peu en trois, on pourrait dire, la formation, le développement et la digitalisation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une offre qui est plus demandée qu'une autre ? Pour l'instant, c'est plus la formation qui est demandée. Donc, beaucoup de gens se posent des questions par rapport aux différentes technologies à utiliser. Donc, on a commencé juste un peu avant le Covid. Donc, finalement, ça a été un boost pour notre entreprise, que tout le monde s'est retrouvé en distanciel. Il a fallu former à l'utilisation des outils numériques. Donc là, on a apporté finalement notre connaissance, aussi bien aux écoles qu'aux PME, dans donc l'utilisation de ces outils. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'IA. Tout le monde veut utiliser l'IA. L'objectif, c'est d'informer, de sensibiliser par rapport à l'IA et son utilisation correcte, aussi bien dans l'enseignement que dans les entreprises. Donc, la formation domine aujourd'hui la demande. Le développement est en plein décollage, vu que c'est quelque chose qu'on a mis en avant il y a ça quelques mois. Et on se retrouve déjà plein de projets. Donc, on sent vraiment le besoin aujourd'hui de digitaliser et d'améliorer finalement ces conditions finalement de travail. Et donc, tu n'as pas un canevas bien spécial, tu t'adaptes à chaque demande. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que tu aurais pu faire pour un dernier client ? Donc, ce qu'on a pu faire pour un dernier client, on va parler peut-être de l'enseignement, parce que donc on passe beaucoup de temps aujourd'hui dans les hautes écoles et les écoles secondaires. Ouais. Donc, il y a des besoins qui sont souvent spécifiques à des options choisies. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est un futur maçon, est-ce que l'IA pourrait être utilisé dans le cadre donc de son futur entrepreneuriat. Et donc l'idée, c'est de comprendre finalement quels sont ses objectifs en tant que maçon, qu'est-ce qu'il va devoir utiliser. Il doit savoir comprendre un plan, il doit savoir peut-être faire certains calculs, utiliser des outils numériques, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de métiers doivent utiliser des outils numériques. Comment l'IA peut trouver sa place dedans et comment est-ce que la personne va pouvoir l'utiliser de manière efficace. Donc toujours dans l'objectif, et ça pour nous c'est très important, l'IA doit être vraiment un outil, un accompagnateur, et ne doit pas venir enlever finalement des fonctions. Et du coup, tu sensibilises les élèves, mais aussi les professeurs ou pas ? Des deux côtés. Donc, il y a la partie donc forcément enseignant. Donc, il y a encore des personnes à convaincre sur le côté digital, tout court. Donc, utiliser les outils qui sont à disposition. Donc, voilà, il y a encore des informations à faire passer. Donc, une fois qu'ils sont convaincus, il faut les former parce que c'est pas quelque chose, en tout cas, qu'on apprend aujourd'hui directement à l'école. Et ensuite, on a les élèves aussi à former. Et là, c'est plus de la sensibilisation qu'on va faire sur une bonne utilisation éthique de l'IA. Donc, c'est comment bien l'utiliser dans le cadre de ses études et pas, évidemment, faire n'importe quoi avec. Est-ce que, globalement, les élèves, tu sais me dire comment ils réagissent ? Ils sont contents d'en apprendre plus ou ça les intéresse pas plus que ça ? En général, ils sont plutôt enthousiastes sur l'apprentissage. Donc, parce qu'on est sur le sujet du moment. Donc, c'est comme on utilise aussi d'autres outils pour apprendre. Donc on apprend aussi à travers le jeu. Et donc on a souvent un enthousiasme parce que on représente quand même une activité ludique et sympa. Donc comme on sort un peu du cadre du cours, donc ils sont toujours en tout cas positifs face à l'activité. Parfois on a des élèves qui sont un peu moins réceptifs au départ, mais dans la plupart des cas, effectivement, après un certain temps, ils nous rejoignent et ils participent activement à l'activité. Tu parlais d'apprendre à travers le jeu. Est-ce que tu aurais des exemples de types de jeux ? Comment ça se passe ? Donc, le jeu qu'on utilise le plus, c'est Minecraft Education. Donc,
dont tout le monde connaît Minecraft. Bon, c'est un des jeux les plus joués au monde. Et Minecraft Éducation, donc, est un jeu, donc Minecraft, qu'on va appeler Sandbox. Donc, c'est vraiment pour pouvoir travailler dedans. Et l'édition éducation est faite vraiment pour l'enseignement. Donc là, on va plus parler d'activité plutôt que de jeu, parce que si on parle de jouer, ça a souvent un petit effet négatif derrière. Mais l'objectif est d'utiliser de cet outil pour pouvoir donc aborder des matières de manière différente ou sensibiliser différemment les élèves. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus demandé, c'est la sensibilisation au cyberharcèlement. Okay. Bon, toutes les écoles ont cette problématique-là. L'IA rajoute une petite couche. Et donc, on a développé, en collaboration avec Technocité, qui est un centre de compétences, donc un jeu qu'on appelait Blackout, qui sensibilise au cyberharcèlement. Et donc, l'objectif, c'est d'apprendre ce que c'est que le harcèlement, quels sont les mécanismes, comment réagir quand on a un camarade de classe qui se fait harceler, à travers un moyen donc ludique qui est Minecraft Éducation. Et donc, on les met pas en situation d'harceler, ni d'harceleur, mais c'est pour comprendre les mécanismes et comment réagir. Et donc, comprendre ce qui est normal et ce qui est pas normal. Et tu vois qu'il y a une prise de conscience au niveau des élèves ? Ça amène la conscience, ça amène du débat aussi. Okay. Donc, on a la prise de conscience qui est la plus importante, mais ensuite, on parvient à avoir un dialogue ensuite avec les élèves, qu'il faut ressortir parfois des incidents dont l'école n'était pas spécialement au courant. Ou parfois, ça permet de travailler un sujet qui est en cours. Donc l'école est consciente qu'il y a un souci, mais ça permet aussi d'amener un sujet et une discussion, une prise de conscience finalement des impacts réels que ça peut amener. Est-ce que tu peux me dire quel type de débat a pu sortir des ateliers de cyberharcèlement que tu organises dans les écoles ? Donc le type de débat, donc souvent ça fait parler les jeunes, donc on les entend, j'ai entendu parler de ça, ça ouvre en tout cas une curiosité sur la réalité des choses, est-ce qu'il est vrai que jusqu'au partage en fait d'expérience. Et donc, ce qu'un de nos formateurs a eu, c'était un enfant qui est rentré en pleurs en fait en pleine activité parce qu'il était lui-même victime donc de harcèlement. Et donc tout ça a généré beaucoup d'émotions. Et donc le côté positif, c'est que ça a permis à l'enseignant aussi de prendre conscience qu'il y avait un élève en difficulté. Et donc de là, effectivement, on peut travailler à ce moment-là avec les centres PMS et l'enseignant et les diriger, en tout cas vers un accompagnement adapté. Et il y a aussi des psychologues qui sont prévus pour travailler avec les élèves qui sont en difficulté. Donc, enfin, c'est vraiment un élément, en tout cas, de prise de conscience qu'il y a une difficulté, peut-être au sein de la classe, à traiter. Et ton formateur, il a réagi comment ? Donc, par l'écoute. Donc, la première chose, c'est d'écouter l'élève, le laisser s'exprimer. Donc, il faut, c'est de... Bon, à ce moment-là, on suspend un peu l'activité. Et si maintenant, ça ne va vraiment pas, on va sortir et demander donc effectivement à l'enseignant de prendre en charge l'élève, que ça va sortir à un moment donné de notre compétence. Donc, on n'est pas psychologue, on n'est pas formé pour aller plus loin que la sensibilisation. Et donc, à un moment donné, effectivement, on va déléguer la problématique à l'école ou alors au centre adéquat. Et puis donc, tu viens de le mentionner, il y a ce volet développement. Et donc là, c'est vraiment apporter une solution que toi, tu développes en interne pour l'entreprise ou l'établissement scolaire. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc, c'est développer la solution un peu sur mesure, donc en essayant de dépenser le moins. Okay. Donc, la première chose, c'est de comprendre finalement ce qu'utilise le client pour pas non plus... on n'est pas vendeur d'une marque spécifique. Donc, l'objectif, c'est pas dire il faut absolument utiliser tel logiciel, il faut absolument utiliser celui-là. Donc, on est partenaire avec plusieurs marques, mais au niveau commercial, on ne vend pas beaucoup de licences pour eux, par exemple, mais on est là pour faire des solutions. Donc, on prendra toujours le plus adapté. Et de là, on va venir construire ce qui est nécessaire pour qu'en tout cas, l'entrepreneur ait l'outil qui lui corresponde. Est-ce que tu aurais un exemple de ce que tu aurais pu développer pour une entreprise, un client récemment ? Donc, on peut parler de besoins dans l'enseignement, parce qu'on a eu l'occasion de travailler avec la ville de Namur sur la mise en place d'un gestionnaire d'activité pour les écoles. Et donc, il n'y avait pas de logiciel, mais par contre, ils utilisaient une solution Microsoft aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de voir avec ce qu'ils ont aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait donc créer quelque chose d'utile pour que les enseignants puissent alléger la charge administrative de demande d'activité. Et donc là, on a créé et c'est en cours de finalisation aujourd'hui, cette activité, ce gestionnaire d'activité qui permet aux enseignants de faire leurs demandes. Donc, par exemple, ils aimeraient bien aller au musée, ils aimeraient bien faire une sortie scolaire.
et enlever toute cette charge qui était un peu longue au niveau administratif et la numériser finalement pour fluidifier le process qui existait aujourd'hui. Et alors, il y a encore un dernier point dans ton entreprise, si je me trompe pas, c'est un petit volet robotique. Oui. Alors c'est un peu flou pour moi, est-ce que tu peux me le détailler un peu? Alors bon, le robotique, on est tous geeks un peu dans l'entreprise, donc forcément toujours intéressé par les robots. Donc on a voulu apporter le robot dans un premier temps dans l'éducation, parce qu'il est important d'apprendre comment fonctionne en tout cas la robotique, vu qu'elle arrive. Donc la robotique arrive demain, on le voit avec tous les médias, et donc il faut apprendre les bases. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé donc des robots de base européens. L'idée c'était d'apporter quelque chose en tout cas de local. C'est de plus en plus compliqué, je ne le cache pas. Pour apprendre à coder, donc c'était les bases du code qu'on apprend. C'est apprendre finalement quelles sont les contraintes de la robotique, quelles sont les parties plus complexes. Et ensuite, ça a apporté finalement aussi un intérêt pour les entrepreneurs. C'est-à-dire, tiens, les robots ont l'air sympas. C'est vrai que quand on fait des salons, on a toujours un robot, de type humanoïde, avec un visage bien sympa, une tablette, et ça attire beaucoup de monde. Les gens veulent interagir avec, donc posent des questions aux robots, viennent voir ce qui est écrit sur la tablette et prennent connaissance de ce qui est possible. Donc, il y a finalement tout un côté qui s'est développé sur le marketing autour du robot, qui est un agent d'accueil finalement. Donc, voilà, c'est encore très limité. Soyons très clairs que on ne sera pas remplacé par le robot tout de suite, mais ça a un intérêt pédagogique et ça permet aussi d'avoir un côté un peu waouh quand on va faire des prestations extérieures. Les robots que tu as dans ton entreprise, ils font quoi exactement? Donc, on a deux types de robots. Donc, il y a un robot qui est vraiment destiné donc à l'éducation. Il a deux rôles déjà. Le petit, il sert à l'éducation, donc c'est un outil d'apprentissage. Donc, on apprend le code, on apprend les bases, en tout cas, de l'automatisation. Après, il peut raconter des histoires, etc. Bon, ça c'est le côté fun. Et il a aussi un côté éducatif, de rééducation, pardon. Et donc voilà, par exemple, on a travaillé avec une société qui se trouve en Espagne. Donc c'est un docteur qui a développé une application qui permet de faire des exercices donc sur base de prescription de médecins. Et donc là, c'est de la rééducation physique. Et donc avec un kiné, donc le robot montre les mouvements à faire. Il y a une caméra qui prend l'empreinte 3D de la personne et ça permet de voir si les exercices sont bien faits. Donc ayant pénurie d'infirmiers, etc. En Espagne, en tout cas, apparemment, ils utilisent ce robot pour la rééducation. Ensuite, il y a le plus grand robot, donc qui est, on va dire, plus ou moins à taille humaine, mais on va dire jeune adolescent, qui est plus un produit genre du style agent d'accueil ou peut-être plus marketing. Et donc, ce robot nous accompagne à tous les salons. Donc, pourquoi ça attire les gens. Parce que les gens ils sont curieux. La première réaction, ils veulent parler avec le robot. Donc, ça reste toujours la première idée. Donc maintenant, dépendant de l'endroit, donc si c'est des gros salons, on coupe le micro parce que avec tout le bruit, de toute façon, on ne comprendra rien. Donc là, ils interagissent par rapport à ce qui est marqué sur la tablette. Et donc le robot peut expliquer, par exemple, tiens, pourquoi il est intéressant de se former. Donc peut expliquer un sujet. Donc si maintenant, par exemple, un client, on a déjà fait pour un client qui est donc dans l'automobile, donc pour un nouveau modèle, donc on a mis le robot à côté du nouveau modèle qui expliquait toutes les nouvelles spécificités de la voiture. Donc tout ce qui était intéressant à savoir en tout cas sur le véhicule, avec la possibilité aussi de pouvoir faire un selfie. Donc il y avait une fonction selfie, les gens faisaient des photos, donc c'est assez sympa. Et donc il y a vraiment ce côté attractif du robot, parce que aujourd'hui l'IA et la robotique, on en parle de plus en plus, et donc les gens sont curieux et viennent en tout cas à la rencontre du robot. Et donc étonnamment, les personnes plus âgées sont plus enthousiastes à l'approche du robot. Les jeunes ont un peu plus peur. Donc voilà. Et tu parlais du petit robot qui aide à apprendre le code. C'est bien ça? Ça se passe comment? Donc il y a plusieurs manières d'apprendre le code. Donc il y a une méthode, en tout cas, le Scratch, beaucoup de gens le connaissent. Et donc c'est des petits blocs qu'on va mettre des séquences logiques avec des conditions et tout ce qu'on peut imaginer sur les bases du code. Et donc il faut pouvoir programmer le robot et lui expliquer ce qu'il doit faire. Donc il doit avancer d'autant de pas, il doit attraper quelque chose. Il doit éventuellement reconnaître quelque chose, il y a la reconnaissance aussi visuelle. Le robot a plusieurs capteurs et donc il y a la reconnaissance faciale. Donc, quand tu vois Philippe, tu lui dis bonjour. Et donc, il y a la possibilité de rentrer des automatismes de manière très simple, sans utiliser de code proprement dit. Après ça, donc, il y a à côté la possibilité de mettre du code. Et là, ils utilisent du Python
Et donc là, on peut commencer effectivement à coder proprement dit son application qui va diriger le robot. C'est quoi la demande la plus inattendue qu'un client ait pu te formuler? Je dirais quelque chose de peut-être un peu spécial, et ça va être autour du jeu. Donc là, on utilise Minecraft, donc on fait de la rééducation cognitive à travers le jeu. Donc c'est de la R&D. Okay. Donc le concept est, quelqu'un a subi un trauma crânien ou un accident vasculaire cérébral, et donc il y a un dommage qui est fait au cerveau, et donc quand on sort finalement des soins, il y a une rééducation à faire. Et donc ça paraît évident pour tout le monde, mais se lever le matin, allumer la lumière, s'habiller, se laver les dents, etc. Enfin, il y a tous les mécanismes qu'on a aujourd'hui qui ne sont plus évidents pour ces personnes qui sortent de ce trauma. Et donc, nous, on utilise le jeu, et donc on travaille avec le Fab Lab du CHU de Liège autour donc de cette recherche. Et donc, en vrai, c'est du bénévolat quelque part de notre côté. Donc, parce que voilà, on croit que c'est intéressant de faire avancer quelque part la science d'une autre manière que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et c'était une demande et une rencontre un peu inattendue qu'on avait faite lors d'une formation d'une personne du Fab Lab qui a amené finalement ce projet. Et donc voilà, avec lequel on participe avec des médecins donc du CHU de Liège, donc qui amène quelque chose évidemment, une aventure humaine très intéressante. Comment est-ce que le personnel médical a réagi à l'idée d'utiliser Minecraft? Donc très positivement. Donc effectivement, quand on avait rencontré la personne qui a initié le projet, on s'était demandé comment est-ce que les médecins allaient réagir. On va quand même parler avec des neurologues. Est-ce qu'on va prendre du plaisir, en tout cas, dessus? Est-ce que ça va pas être trop scientifique? Donc, on ne savait pas trop dans quoi on allait se lancer. Et finalement, ça se passe super bien. Donc, on rigole beaucoup. On passe vraiment du beau temps ensemble. On a des échanges très constructifs. Donc, on a vraiment... là où on pensait peut-être ne pas avoir, le retour, on a beaucoup de retours, finalement, par leur motivation. Et donc, on a vraiment une équipe très dynamique, très motivée. Donc, ce qui rend, finalement... le projet hyper sympa. Et est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer de A à Z une mission de consultance, ça se passe comment? Du moment où le client te contacte, à partir du moment où tu dis « Ok, c'est bon, vous n'avez plus besoin de moi ». Donc la première approche, elle est sur une prise de connaissance du projet, finalement, ou du problème client. Donc il vient souvent avec une idée. Et donc aujourd'hui, tout le monde dit « Tiens, il me faut de l'IA ». Donc, c'est bien, mais pourquoi faire? Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'était imaginé derrière son projet IA. Et donc, on va déjà commencer à décortiquer le sujet et de définir si finalement c'est un projet IA ou si finalement on est sur autre chose pour régler finalement son problème. Et de là, on va le mettre en parallèle avec nos capacités. Donc, il y a un moment où on va venir qualifier le projet d'acceptable ou pas par rapport à nos capacités. Si on ne sait pas le faire, à ce moment-là, on le redirige vers quelqu'un qui est compétent sur notre réseau. Et si maintenant ça fait partie de nos capacités, donc on va à ce moment-là lui proposer un accompagnement. Et donc il y a toujours une partie d'analyse que le client doit accepter, se dire voilà, on doit passer du temps ensemble pour comprendre comment fonctionner avant même de pouvoir développer ou même vous former correctement. Et donc voilà, l'aventure a ses petites étapes jusqu'à l'aboutissement, et je suis toujours très clair par rapport à ça, un projet a une fin. Et donc à un moment donné, il faut définir quand est-ce qu'on arrête de travailler ensemble. On pourra faire d'autres projets par la suite, mais il faut toujours définir effectivement le cadre et la fin du projet. Pourquoi est-ce que le secteur scolaire est si important pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête en lançant ton entreprise, ou ça s'est développé un peu sur le tas comme ça? C'est un secteur que j'ai découvert dû au Covid. Okay. Donc on a vu beaucoup d'écoles en difficulté, dont l'école de mes enfants aussi. Et on s'est dit, je venais de recruter mon premier formateur. Et on s'est dit, si on aidait les écoles. Donc, parce que elles sont en difficulté, on sait qu'elles n'ont pas d'argent de toute façon. Donc, aidons gratuitement les écoles. On est quand même tous coincés. Faisons des réunions en distanciel, aidons ces écoles à démarrer justement là-dessus. Et donc voilà, on s'est quelque part lié d'amitié avec le secteur éducatif. Et donc on a fait connaissance, de tout un système qu'on connaissait pas, qu'on a dû apprendre à connaître et qu'aujourd'hui on adore. Donc clairement. On n'arrêtera pas d'aider le système éducatif tant que la société est là. J'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer comment est-ce que tu t'es finalement retrouvé à la tête de ta propre entreprise? Tu l'as déjà un peu mentionné, mais... J'ai un peu mentionné. Donc, finalement, c'était vouloir faire les choses un peu à ma sauce. Donc, ça restait comme ça. Donc, en tant que consultant, on est souvent
balancer chez des clients sur des tâches bien spécifiques, pas spécialement avec une vision qui nous correspond. Et bon, sur la fin, j'arrivais pas à trouver mon compte. Je dis, ok, parfois c'était un peu difficile de me lever le matin. J'ai dit, ça m'ennuie un peu de faire tout ça. Et le côté entrepreneurial, j'ai toujours eu un peu en moi. Enfin, j'ai toujours eu des idées. Je me dis, tiens, ce serait bien de faire quelque chose là-dessus. Enfin, j'ai eu plusieurs sujets en tête. J'avais même ouvert un petit label musical à un moment donné. Parce que voilà, et j'aime beaucoup faire de la composition musicale. Donc, après, c'est un milieu un peu compliqué à intégrer. Et donc, j'ai toujours eu quelques petites idées. Mais bon, j'ai toujours été dans l'informatique. Ça fait 25 ans maintenant que je suis dans le secteur. Et je me dis, tiens, il va falloir faire quelque chose de ce côté-là. Et donc, il fallait passer le cap. Donc, j'ai profité de la fin d'une mission pour dire, ok, maintenant, je commence moi-même et je vais essayer de voir qui je peux aider. Et donc, voilà, j'ai commencé au départ comme indépendant, première mission en tant que consultant. J'ai pu aider sur une mise en maturité, sur une grosse migration, en plus dans le secteur public. Donc, je suis passé tout de suite à un gros projet. Ça m'a permis en tout cas de prendre confiance dans ce que j'avais décidé de faire et de me permettre d'engager la première personne. Donc je suis très vite arrivé au premier employé. Donc en moins d'1 an, j'ai pris la première personne et j'ai toujours voulu créer de l'emploi. Donc c'est quelque chose que je trouve assez important et je trouve ça en tout cas très sympa de pouvoir en tout cas embarquer des gens dans l'aventure et avancer. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai construit brique par brique et recherché un peu les profils que j'avais besoin pour avancer sur le sujet. Aujourd'hui, c'est quoi la meilleure décision que tu dirais que tu as prise pour ton entreprise? Je dirais c'est d'être resté humain. Donc, j'ai jamais voulu me lancer dans un entrepreneuriat qui a comme seul objectif le gain absolu. Donc, je pense que voilà, on travaille avec des personnes, on doit en tenir compte. J'ai une vision un peu taoïste. Il faut pouvoir garder son équilibre. Je trouve que c'est très important. Et j'essaie de travailler avec eux aussi sur un équilibre travail-famille. Donc, voilà, il faut qu'ils puissent trouver, le bon niveau. Et quand on voit aujourd'hui les candidats qui viennent se présenter, ils cherchent pas après de l'argent, ils cherchent après du sens dans leur emploi. Ils veulent que ça leur apporte une certaine satisfaction. Et donc, on part beaucoup moins du package salarial aujourd'hui et beaucoup plus de finalement, quel est l'impact qu'il va pouvoir avoir dans la société, quelle est la place, quelle est son évolution, quelle importance il va avoir, et son équilibre par rapport à sa vie privée aussi, qui est devenu vraiment très important. Et c'est quoi le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur ta boîte? Le plus beau compliment, ce sont les retours qu'on a sur mes employés. Donc, quand j'ai un petit retour, tiens, c'était vraiment chouette, on a eu une chouette formation, ce que la personne a fait pour nous, c'était vraiment chouette. Et donc, et les victoires sont les leurs. Donc, je suis pas quelqu'un à vouloir spécialement m'exposer. Donc, en général, quand il y a quelque chose, une félicitation à faire, j'aime bien mettre en tout cas l'employé devant, se dire, c'est ton projet, c'est ta victoire, c'est pas la mienne. Donc, l'entreprise existe parce qu'ils sont là, parce qu'ils m'aident. C'est pas que moi. Et donc, je veux pas que tout soit toujours dirigé vers le patron. Ça n'a pas de sens vu que je suis pas tout seul, c'est une équipe. Et si un formateur a fait du bon boulot, c'est lui qui doit être mis en avant, c'est lui qui doit être félicité. C'est quoi ton regard avec le recul sur ton projet? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, me remettre en question, ça fait partie finalement de mon quotidien. Donc, là, on est en plein changement, donc beaucoup de remises en question. Donc, c'est prendre du recul, c'est se dire, ok, voilà, qu'est-ce qu'on doit changer pour pouvoir continuer. Donc voilà, ça fait partie finalement du modèle. À titre personnel, que t'apporte ton entreprise aujourd'hui? Alors, à titre personnel, la satisfaction d'avancer dans quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est faire les choses un peu comme je veux. Donc, mis à part aussi, ça me paye, donc ça rapporte aussi mon salaire. Mais le côté effectivement de créer quelque chose et d'aller dans le sens qu'on imagine est finalement plus important que mon salaire aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette satisfaction-là de pouvoir me lever le matin et dire alors on va faire quelque chose qui a du sens. Donc j'aime beaucoup en tout cas cette phrase d'entrepreneuriat qui fait du sens. J'en entends de plus en plus parler. Je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui partagent en tout cas cette vision. Et je pense que c'est ça qui va faire que je me lève tous les matins.
Donc ça a du sens. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Philippe d'être venu nous présenter ton entreprise. Merci de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Mais le plaisir était partagé. Nous, on se retrouve dans un mois pour découvrir un nouvel entrepreneur inspirant. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à écouter les anciens épisodes. À très vite. UCM, indépendant et uni.